Le point, le moment FM, si vous voulez. Alors, pour l'histoire de prépa bac, je répète ce que j'ai déjà dit à d'autres classes, d'autres groupes, mais comme je ne sais pas trop qui je vois, vous, je crois que je vous ai pas vu encore cette semaine, si je ne m'abuse. Donc, l'exercice est rendu finalement obligatoire. Bon, alors, la raison qui était affichée par courriel, c'était parce que rendu obligatoire, parce que pour une raison d'équité. Bon, alors évidemment, l'équité n'a rien à voir là-dedans, hein. Ça c'est sûr. En revanche, les motifs réels et compréhensibles, c'est qu'évidemment, on peut comprendre que la hiérarchie n'a pas envie que dans l'hypothèse, très peu vraisemblable, mais quand même dans l'hypothèse où l'épreuve finale du baccalauréat aurait lieu, personne n'a envie de se retrouver d'avoir à dos des élèves ou des parents d'élèves qui seraient un peu vénères au motif que on ne les aurait pas contraints à faire un exercice de bac blanc alors qu'on aurait pu le faire. Donc c'est obligatoire. Bon. Cependant, j'ai négocié, enfin j'ai demandé, et ma demande a été acceptée, à pouvoir comptabiliser la note qu'à la condition qu'elle augmenterait la moyenne. Voilà. Donc, oui, non, enfin bref. Non, l'idée, évidemment, parce que Madame la proviseure adjointe est d'accord avec ça, c'est qu'il ne s'agit pas de vous plomber vos moyennes dans l'hypothèse d'un contrôle continu. Surtout parce que vous allez vous trouver en concurrence avec d'autres lycées. Vous savez, c'est les vicissitudes du contrôle continu. Comme nous nous trouvons en concurrence avec les autres, on a envie d'augmenter les notes. Voilà. Bref, c'est peut-être absurde, mais malheureusement, le système est construit de cette manière-là et on doit faire avec, hein, si vous voulez. Donc c'est ça l'idée. Alors maintenant, on mettra quand même un petit bémol à cela. Je ne peux pas vous le garantir à 100%. Pourquoi ? Parce que Monsieur Mougeot reprend ses fonctions au 1er février. Normalement, je tiens ça de manière informelle parce qu'il m'a téléphoné pour me le dire. Mais il n'est pas certain qu'il reprenne pour toute l'année. Autrement dit, il reprend là avant les vacances. Si ça se passe bien, s'il a recouvré la santé et qu'il se sent bien, il pourra continuer. Et si son état de santé ne le lui permet pas, ben, vous risquez de me retrouver à la rentrée de mars. Alors, il y a des chances, c'est pas sûr à 100% non plus, mais il y a des chances. Voilà. Donc, si Monsieur Mougeot reprend ses fonctions, moi, vous comprenez que normalement, je ne suis pas censé corriger vos copies pour une raison qui est un peu bête, mais un peu simple, enfin, sauf si on trouve un arrangement. C'est que comme je ne suis pas nommé au lycée, ben, j'ai pas le droit de travailler pour le lycée. Ouais. Il y a des problèmes comme ça d'ordre de responsabilité. Donc ça, je sais pas. J'ai négocié avec les collègues de philo. Alors je sais que tout le monde n'est pas très chaud pour cette histoire de notes facultatives pour des raisons d'équité. Voilà. Après, le problème qu'on a, c'est que évidemment, pour être équitable aussi, comme vous n'avez pas suivi les cours dans les mêmes conditions, vous avez eu beaucoup d'absences. Bah, moi, évidemment, j'aurais compté les notes de manière obligatoire, je me serais aligné sur les autres, à la condition que vous ayez eu un mois de plus pour vous préparer. Bon, comme il n'y a pas eu ce mois de plus qui correspond en gros au mois durant lequel vous n'avez pas eu cours, bah, ça paraît compliqué de vous noter de la même manière. Ça paraît en tout cas, pour le coup, inéquitable. Voilà. Alors, malheureusement pour vous, enfin malheureusement, bon, disons que si Monsieur Mougeot revient, vous aurez la chance de retrouver votre professeur, mais le seul point négatif, c'est que vous pourrez dire adieu au tournoi Smash Bros Ultimate à la fin de l'année. Ça, c'est terminé. Voilà, il n'y aura pas de coupe, de gâteau marbré, de goûter, tout ça. Non, c'est fini. C'est mort. Comment ? Ça n'est pas possible. Oui, sauf que malheureusement, comme vous serez contraint d'être présent et démarger, ça risque de se voir. Non, mais ça marche pas comme ça, parce qu'en fait, moi, je surveille l'après-midi pendant le prépa-bac. Non, mais j'aurais bien voulu. Je sais pas, je suis pas contre, mais non, mais ce n'est pas possible. Donc voilà. Bon, c'est dommage, moi j'aimais bien ce lycée. Bon, bah, après, vous trouverez votre professeur. Il y a de grandes chances qu'il revienne et que ça remarche pour vous. C'est pas plus mal aussi pour l'établissement. Je peux très bien le concevoir. Voilà, alors pour le prépa-bac. Alors là, je viens de voir une information qui a été envoyée par une collègue. Apparemment, le ministre Blanquer a fait savoir récemment qu'il y aurait 3 dissertations pour le bac. Alors le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est 3 dissertations plus un texte ou 3 dissertations sans le texte. Voilà, comme ces gens-là ont du mal à s'exprimer correctement, vous savez,
Ce sont quand même les pros de la langue de bois, ils savent pas dire des choses précises qui veulent dire quelque chose. Donc bon, ben là, clairement, on sait pas ce que ça veut dire. Voilà. Donc, ce que j'ai fait là, les sujets que j'ai envoyés sont des sujets type bac traditionnels de certains textes. Bon, si jamais ça change, écoutez, je sais pas quoi vous dire là. Moi là, honnêtement, vous avez un ministre qui débarque comme ça au mois de janvier, qui fait une sortie où il explique pas du tout, il donne rien de précis. Bon, au bout d'un moment, voilà quoi, c'est désespérant. Voilà. Mais bon, c'est Jean-Michel Blanquer, on parle quand même de quelqu'un qui à la fois est ministre de l'Éducation et ne sait pas conjuguer les verbes du troisième groupe au passé simple. Donc bon, à partir de là, on ne peut pas non plus attendre grand-chose de lui. Alors, avec les autres, on a terminé les deux textes sur Hayek et Chapoutot, sur le travail, les formes totalitaires du travail, on pourrait dire. Sur l'idée selon laquelle finalement le travail chez les nazis, enfin la manière dont les nazis ont organisé leur système n'est pas quelque chose qui est complètement anormal, complètement hors sol, mais qui s'inscrit parfaitement dans la modernité. Et donc l'idée selon laquelle le nazisme ne pourrait, quelque chose en tout cas qui est similaire au nazisme ne pourrait plus jamais arriver aujourd'hui, est une idée fausse. Donc bon, parce que justement le nazisme est fondé sur une organisation du travail qui est l'organisation du travail libérale. C'est une idée amusante. Donc là je vous ai donné un autre texte, un texte de Nietzsche. Et ce qu'on va faire ici, on va essayer de faire l'exercice d'explication du texte tel qu'il est traditionnellement demandé au baccalauréat, sauf si cet exercice est supprimé, mais pour l'instant, nous n'en savons rien, puisque le ministre n'a pas jugé utile de nous informer du format du sujet au mois de janvier. Voilà, donc bon. Oui, c'est bien, c'est-à-dire que vous préparez des élèves à une épreuve qui est le baccalauréat, et puis vous ne savez pas quelle sera l'épreuve, en quoi elle consiste. Peut-être qu'on nous demandera finalement pas de faire des dissertations, finalement ils changeront peut-être d'avis, ce sera peut-être une compétition de domino, quoi, ou de mots croisés, j'en sais rien. Tout est possible, hein. Tout est imaginable. Il y a des dimensions un peu arbitraires. C'est des dimensions un peu bizarres dans le discours. Vous voyez, par exemple, quand Marlène Schiappa a fait son placement de produit sur son compte Instagram, il y a une ministre c'est une ministre féministe qui travaille pour Darmanin, qui est un harceleur sexuel. Donc, je ne cherchez pas la cohérence là-dedans. Et donc, Marlène Schiappa, en fait, elle est défendue par un faux compte Twitter alimenté par son agent de communication qui s'appelle Tous avec Marlène. Et dans le faux compte Twitter, ils ont carrément dit que le post Facebook dans lequel elle fait son placement de produit n'existe pas. Ce post n'existe pas. Le post, pardon, Instagram. Bon. Il existe, mais il n'existe pas. Le réel, vous savez, on s'en fiche, donc on peut dire aujourd'hui dissertation, demain compétition de domino, après-demain on fera un tournoi de pétanque, voilà, ça pourrait être très bien ça philosophique. Bref, arrêtons de rager. Ne ragez pas dans les commentaires non plus si vous avez votre carte. Alors, ici, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'identifier le thème du texte, c'est-à-dire de quoi ça parle, de quoi parle le texte. Ensuite, la thèse de l'auteur. Que défend l'auteur. Et enfin, les arguments. La structure argumentative du texte. Alors, pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que si l'épreuve du texte est bel et bien maintenue, c'est ce que vous devrez faire apparaître dans votre introduction d'explication de texte. De quoi parle le texte? La thèse défendue par l'auteur et la structure argumentative. Bon, ce qui est important, c'est d'avoir... Allez, votre attention s'il vous plaît. Ce qui est important, c'est d'avoir une lecture active du texte. Quand vous lisez un texte de philosophie, il faut normalement que ce texte parle à vos croyances. Alors, soit qu'il les conforte, soit qu'il les ébranle, mais il faut que vos croyances soient sensibilisées par la lecture du texte. Il faut que vous compreniez que voilà, il y a des enjeux derrière qui parlent aux préjugés des gens, aux croyances des gens, et donc vous devez vous sentir concerné. Si vous vous sentez concerné, vous pourrez très facilement identifier ces deux choses-là, à savoir la thèse et la structure argumentative. C'est-à-dire, que dit l'auteur par rapport à telle ou telle idée reçue ou telle idée discutée, et comment il défend la thèse qu'il avance. Donc lecture active, c'est-à-dire vous lisez plusieurs fois le texte, vous l'annotez bien sûr, et vous essayez de dégager ça. Je vous laisse aller 20 minutes. Malheureusement, comme on n'a que des cours de 55 minutes, je vous laisse 20 minutes pour essayer de faire ça, et on va en discuter après.
On les changera pour voir si vous avez bien réussi à faire l'exercice. Je pense que vous allez y arriver honnêtement. J'ai fait avec d'autres groupes, ça a plutôt marché. Mais voilà, la thèse, c'est vraiment qu'est-ce que défend l'auteur comme idée, comme position, et comment. Et les arguments, c'est comment il la défend. Idéalement, vous devez être capable de saucissonner le texte en 3 parties. Là, les 3 parties sont assez faciles à trouver. Je vous laisse un peu de liberté pour faire cet exercice. 20 minutes, top chrono. Il est 46 ici, donc à 6, je vous récupère. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, bien sûr. Alors, de quoi parle le texte? Quelqu'un peut-il me le dire? Normalement, oui, puisque vous étiez. Vous avez l'air d'avoir terminé. Alors, bon, il n'y a pas de piège, les enfants. Hein. De quoi parle ce texte? C'est simple, oui, mademoiselle. C'est vrai que c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Ok, alors quelle est la thèse défendue par Nietzsche au sujet justement de cette question du travail? Oui. La finalité du travail doit être le plaisir. Alors, ça c'est pas. Donc, ce que dit la demoiselle au premier rang, c'est que la finalité du travail doit être le plaisir. Donc, effectivement, il y a de ça, même s'il n'y a pas que ça, il y a de ça. Oui. Que le travail, il est principalement fait pour avoir un salaire, pour avoir un gain obtenu. Ok, donc effectivement, il y a ça aussi. C'est-à-dire que la plupart, enfin, plus précisément, c'est que la plupart des gens qui travaillent le font pour obtenir un salaire. Donc, si vous mettez vos deux idées l'une avec l'autre, vous vous rapprochez de la thèse du texte. Le travail, majoritairement, occupe des personnes qui désirent obtenir un salaire. Pourtant, le travail devrait avoir pour finalité le plaisir. D'ailleurs, vous remarquerez que le monsieur Dufond a fait un jugement de fait et la demoiselle a fait un jugement de valeur. Le travail doit être destiné au plaisir. Alors, qu'est-ce qui vous a senti... Pourquoi pensez-vous que Nietzsche pense que le travail devrait être... Donc pourquoi est-ce qu'il y aurait du jugement de valeur? En fait, pourquoi Nietzsche penserait que le travail devrait être destiné au plaisir? Oui. Parce qu'il dit que les hommes qui travaillent pour le plaisir sont des hommes rares et qui qualifient le travail sans plaisir de vulgaire. Effectivement, donc effectivement, il y a un jugement de valeur qui est fait. Voilà, dernière phrase. Hein. Cela est vulgaire, chasser l'ennui, cela est vulgaire, comme le tout travail sans plaisir qui est vulgaire. Bon, donc jugement de valeur de Nietzsche. Ok, mais alors pourquoi ce serait mieux de travailler pour le plaisir, c'est-à-dire pourquoi ce serait mieux d'imiter ces hommes rares plutôt que d'imiter les hommes communs, et pourquoi ces hommes rares sont-ils rares et ne sont-ils pas communs? Ça, il faut que vous le trouviez. Je reprends les questions. Pourquoi finalement il faudrait imiter ces hommes rares qui travaillent pour le plaisir? Pourquoi on ferait ça après tout? Pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas pour le salaire? Et pourquoi est-ce que ces hommes rares sont rares? Ou plutôt dans l'autre sens, pourquoi ces hommes rares sont rares? Et alors donc pourquoi on devrait les imiter? Parce que c'est peut-être justement pour les mêmes raisons qui font que ces hommes sont rares qu'on aura envie de les imiter. C'est ça l'explication de texte. Oui, mademoiselle, pour changer un petit peu. Je propose du coup. Proposer. Pourquoi il faudrait imiter ces hommes? Pourquoi ils sont rares déjà dans un premier temps? Parce qu'on ne voit pas forcément au départ les effets de du coup, ce choix de vie. Mm-hmm. Et du coup, parce qu'on voit du coup, il est marqué qui précède la course heureuse, du coup, qui précède du coup la finalité, du coup, le bonheur. Le bonheur. Alors, est-ce que on peut être bien... Alors oui, donc l'idée, c'est en gros, c'est les imiter, ce serait la quête du bonheur. En gros, c'est ça que vous voulez dire. Oui, c'est pas comme ça qu'on dit précéder la course heureuse. Alors, je comprends que vous compreniez comme ça, mais... Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas lectrice de Nietzsche, et donc c'est normal que vous le compreniez comme ça. Mais Nietzsche utilise quand même deux mots. Enfin, le premier mot qu'il utilise, c'est pour qualifier justement le travail justement que produisent ceux qui sont ces hommes rares. Il utilise le mot de la joie, et pas du bonheur. Il utilise après le mot de plaisir, travailler son plaisir, voilà, cela est vulgaire. Et quand il parle de course heureuse, alors c'est peut-être un problème de traduction, là je sais pas, mais ça ne peut pas être l'idée de viser le bonheur. En fait, Nietzsche n'était pas un philosophe hédoniste. Nietzsche n'était pas, pardon, plutôt un philosophe non, c'était un philosophe hédoniste, donc qui
défendait, pardon, excusez-moi, je fais un contresens là, Nietzsche était un philosophe hédoniste, donc hédone le plaisir, qui défendait la quête du plaisir, mais n'était pas un philosophe eudémoniste, eudémonia, le bonheur, qui partait à la recherche du bonheur, parce qu'il faut comprendre que le bonheur en philosophie, et enfin la définition du bonheur en fait, hein, c'est un état de quiétude permanent, de tranquillité permanente, dans lequel l'esprit n'est jamais troublé. Et ce bonheur, il est recherché notamment par deux grandes écoles de l'Antiquité, une de l'Antiquité grecque, les épicuriens, l'autre de l'Antiquité romaine, les stoïciens. Et Nietzsche détestait, vomissait les épicuriens et les stoïciens. Pour Nietzsche, ces gens-là sont des négateurs de la vie, parce que le but de ces gens-là, les stoïciens comme les épicuriens, là au moins ils se rejoignent bien là, c'est justement de mener une vie qui soit sans trouble, sans aucun trouble de l'esprit, sans aucun trouble du corps, une vie très tranquille. En fait, d'après Nietzsche, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est mener une vie de mort. Voilà. Quand on est mort, on n'est jamais troublé, on est toujours tranquille, jamais inquiété. Voilà. Mais c'est ça la finalité, d'après Nietzsche, de la philosophie stoïcienne et épicurienne. C'est pour ça que Nietzsche n'est pas du tout favorable à la recherche du bonheur, mais plutôt à la recherche de la joie et du plaisir. Là, ça marche mieux. Mais là, je ne peux pas vous jeter la pierre, puisque... Ok, mais... C'est plus précis que ça. Qu'est-ce qui distingue, alors pour vous mettre sur la voie, qu'est-ce qui distingue les deux types d'hommes, l'homme commun d'une part et l'homme plus rare d'autre part? Qu'est-ce qui les distingue? Il y a un truc il y a plusieurs choses qui les distinguent. Si vous commencez à trouver la chose empirique qui les distingue, vous pouvez trouver la chose théorique, on va dire, qui les distingue. Bon, là, oui. La majorité des hommes, ils travaillent donc pour un salaire, donc pour avoir un confort de vie, alors que justement, les hommes rares qui travaillent pour le plaisir, ça peut entraîner des conditions de vie médiocres. C'est ce qu'il dit quand il dit cette paresse devrait entraîner l'appauvrissement, le déshonneur, les dangers pour la santé et pour la vie. Oui, mais donc qu'est-ce que ça implique, ça? Comment ça se fait qu'il y en a qui se disent bon, bah, si le travail qu'on me propose ne me convient pas, bah, je préfère plutôt mourir que de le faire, quoi. En gros, c'est ça l'idée. Qu'est-ce que ça implique? Ça a quand même une implication. Après, vous n'êtes pas lecteur de Nietzsche, donc c'est peut-être difficile pour vous de le voir. On est bien d'accord qu'il y a deux types d'hommes qui sont distincts. Ceux qui cherchent qui travaillent pour le salaire et ceux qui travaillent pour le plaisir, on pourrait dire. Bon, la fin en soi de ceux qui travaillent pour le salaire, c'est le salaire. Et le moyen d'obtenir le salaire, c'est le travail. Mais ceux qui travaillent pour le plaisir, quelle est la finalité de leur activité? Le travail lui-même, c'est-à-dire ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font qui procure du plaisir, c'est pour ça qu'ils le font. Ils ne le font pas pour autre chose que ce qu'ils font en fait directement. Bon. Donc, qu'est-ce qui les différencie d'un point de vue psychologique, du coup, ces deux catégories d'hommes? J'utilise le mot psychologique parce que Nietzsche l'utilise lui-même sans arrêt. Il pensait que la psychologie remplacerait la philosophie au XXIe siècle. Voilà. Un visionnaire, n'est-ce pas? Donc, d'un point de vue psychologique, qu'est-ce que cela implique? Et d'un point de vue éthique aussi, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce qui différencie d'un point de vue psychologique et éthique ces deux types de personnes? On pourrait jouer à un jeu, essayer de ranger les personnes dans différentes catégories. Donc je vais vous donner un nom. Donc catégorie 1, c'est ceux qui travaillent pour l'argent. Et catégorie 2 sont ceux qui travaillent pour le travail lui-même. Et je vous donne un nom et vous me dites un ou deux pour voir dans quelle classe vous les rangez. Allez, Bernard Tapie. Catégorie 1, ouais, là, indéniablement. Voilà. Vincent Bolloré. Serge Dassault, bon, feu Serge Dassault. 1. Léonard de Vinci. 2 plutôt. Nietzsche. 2. Emmanuel Macron. Non, ah ben oui, complètement, on peut le dire. Je sais pas, j'en donne encore un ou deux. Zinedine Zidane. Mais oui, un grand artiste. Allez, Albert Einstein. 2, oui, voilà. Donald Trump. Bon, alors, si vous comparez d'un côté Donald Trump, Emmanuel Macron, Bernard Tapie, Vincent Bolloré, Serge Dassault, Bernard Arnault, et de l'autre Léonard de Vinci, Albert Einstein, Frédéric Nietzsche, Zinedine Zidane, de quel côté vous avez envie de vous trouver déjà? Est-ce que vous avez plutôt de vous ranger dans le côté 1 avec Bernard Tapie, Emmanuel Macron, je sais pas moi, Vladimir Poutine, ou plutôt du côté d'Albert Einstein? Qu'est-ce qui vous fait plus envie?
Plutôt deux. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes qu'on a classées dans la catégorie 1 là, qu'est-ce qu'ils ont en commun finalement? L'argent, mais ils ont autre chose en commun. Le pouvoir. Et le pouvoir, c'est le moyen d'obtenir de l'argent finalement. Et l'argent, le moyen d'obtenir du pouvoir aussi. Mais ces hommes de pouvoir, qu'est-ce qu'ils font finalement concrètement? Qu'est-ce qu'ils font? Des gens comme Tapi, comme Macron, comme Trump, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là concrètement? Ils dirigent, oui, mais qu'est-ce qu'ils font pour diriger? Qu'est-ce qu'ils font dans la manière dont ils dirigent? Ils corrompent, ils mentent, ils trahissent, ils trichent, ils volent. Ils peuvent faire tuer aussi, ça peut arriver ça. Voilà, ils envoient des gens à la guerre se faire tuer. C'est ça que font ces gens-là. Alors que des gens comme Léonard de Vinci ou comme Albert Einstein, est-ce qu'ils tuent? Est-ce qu'ils trompent? Est-ce qu'ils trahissent? Non. Qu'est-ce qu'ils font en fait ces gens-là? Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Comme dirait Thierry Henry au sujet de Kylian Mbappé, oui, ils pensent. Mais ils font plus que penser. Léonard de Vinci, Albert Einstein, ils créent. C'est ça. Et ils suivent leur passion, tu l'as dit. Ils créent, sont des créateurs. Donc, on a d'un côté des gens qui trichent, qui mentent, qui trahissent, etc., qui sont des destructeurs. Et de l'autre côté, des gens qui font de l'art, des théories, qui accroissent la connaissance et qui sont des créateurs. Donc, en fait, première catégorie d'hommes, ce sont des destructeurs. Deuxième catégorie d'hommes, ce sont des créateurs. Dans ce qu'est en train de dire Nietzsche, là, à l'air de rien, c'est que finalement, ceux qui travaillent là pour l'argent, ce sont plutôt des gens qui sont des destructeurs. Et qu'est-ce qui fait que ce sont des destructeurs? Pourquoi ce sont des destructeurs? Et pourquoi les autres sont des créateurs? Oui. Ils sont prêts à tout. Et donc ça veut dire que, quelle est la valeur suprême pour eux? L'argent. Et donc si la valeur suprême, c'est l'argent, ça veut dire que toutes les autres valeurs n'existent pas. Puisque si tous les moyens sont bons pour acquérir cette valeur suprême qui est l'argent, eh bien vous pouvez vous comporter de manière très honnête, très charitable, très sympathique, si cela vous permet d'avoir de l'argent, comme vous pouvez vous permettre de vous comporter de manière odieuse, ignominieuse, vous pouvez vous permettre de trahir, d'assassiner des gens pour avoir de l'argent. Et dans tous les cas, vous vous comporterez correctement, puisque vous aurez réussi à obtenir la valeur suprême qui est l'argent. Donc l'idée, c'est que l'homme qui ne recherche que l'argent est un homme qui n'a pas de valeur. Alors que, d'un autre côté, celui qui ne recherche qu'à créer, qui cède à sa passion, on verra à quel point l'idée de passion est très importante chez Nietzsche, qui cède à ses passions, c'est celui qui a des valeurs qui sont autres que la valeur ultime de l'argent. Celui qui a des valeurs prescriptives, des valeurs éthiques, normatives, qui sont différentes de l'argent. Comprenez bien que si votre valeur absolue c'est l'argent, vous n'avez plus de valeur éthique. Et Nietzsche, c'est quelqu'un qui défend les valeurs morales qui ne sont pas des valeurs destructrices, qui sont des valeurs justement émancipatrices. Et parmi ces valeurs, et c'est dans le texte, il parle de courage, il parle d'honneur. Nietzsche est quelqu'un qui défend le courage, l'honneur, la loyauté, la persévérance. Et il pense que justement ce qui fait que les hommes sont rares et sont meilleurs, c'est qu'ils sont courageux, loyaux, persévérants, honorables. Vous comprenez bien que là il dit que ces hommes plus rares peuvent aller jusqu'au déshonneur. Mais pour aller jusqu'au déshonneur, il faut avoir de l'honneur. Quelqu'un comme Donald Trump ou comme Emmanuel Macron ou comme Vincent Bolloré, ces gens-là ne craignent pas le déshonneur. Ils n'ont aucun honneur. Ils ne craignent pas l'indignité. Ils n'ont aucune dignité. Donc à partir de là, si vous voulez, ils sont en dehors de ces catégories morales, ils sont en dehors de ces catégories éthiques. Et Nietzsche pense que justement, ces catégories éthiques et morales doivent être défendues. Pourquoi doivent-elles l'être? Il y a une raison à cela, mais ça vous pouvez pas, c'est pas dans le texte, il faut avoir peut-être lu Nietzsche pour le comprendre. Parce que quand on est arrivé à la conclusion selon laquelle justement la première catégorie était des destructeurs, ce sont des destructeurs parce que parce qu'ils n'ont pas de valeur. Ce sont ce que Nietzsche appelle des nihilistes. Des nihilistes. Et les nihilistes, donc ce sont ceux qui défendent le nihilisme, sont ceux qui ne portent rien. Ce sont les porteurs de rien. Ce sont des gens qui sont vides. Ils sont complètement vides. D'ailleurs, si vous prenez la fin du texte, ce que dit Nietzsche, c'est que ces nihilistes-là, ils sont incapables de supporter l'ennui. Pourquoi? Parce que l'ennui pour les hommes plus rares, donc pour ceux qui défendent les valeurs aristocratiques, c'est ça l'idée de Nietzsche, pour ces hommes plus rares, c'est le moment pendant lequel ils peuvent tranquillement réfléchir
à ce qu'ils pourront créer. Donc c'est le moment de calme qui est propice à la réflexion, propice à la méditation, propice à la mise en place du processus créatif. Donc en fait, celui qui s'ennuie dans ce cadre-là profite de ce moment de calme pour justement développer des idées. Alors que le nihiliste, quand il est dans l'ennui, il est face à lui-même. Et lui-même, c'est quoi? C'est rien. Il est face au vide. Et donc, c'est insupportable d'être face au vide. En fait, d'être face à soi-même quand nous-mêmes, nous sommes le vide. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne supporte pas l'ennui. Il est tout le temps agité. Regardez les anges de la télé-réalité, vous verrez un peu une bande de nihilistes complètement excités. Quoi. Voilà, c'est exactement ça. Ou, je sais pas, Secret Story ou toutes ces bêtises. Bon, enfin, bref. Donc, voilà ici cette idée. C'est que ce sont des nihilistes, ce sont des négateurs de la vie. Et alors, pour Nietzsche, en fait, Nietzsche pense que les grands instigateurs du nihilisme, ce sont les chrétiens, enfin les juifs et les chrétiens. Voilà. Bon, s'il vivait à notre époque, il rajouterait sans doute dans la catégorie les musulmans. Hein, bon, il y a assez peu de doutes. Donc, les religieux monothéistes, mais bon, pour Nietzsche, ce sont les juifs et les chrétiens, la pensée judéo-chrétienne, parce que, d'après lui, le judéo-christianisme, enfin, le judaïsme et le christianisme sont porteurs de valeurs qui sont des valeurs négatrices de la vie. Le pardon, la pitié. Pour Nietzsche, les pires sont bien sûr les chrétiens, hein, puisque les chrétiens, je vous rappelle, ce qu'ils vénèrent, c'est un homme mort. Hein, ils vénèrent un mort. Voilà. Donc, ce sont des gens qui ils sont tellement adorateurs de la mort qu'ils vénèrent la mort elle-même. Voilà, donc, bon. Et le problème du christianisme, du judaïsme, en fait, des religions en général, c'est qu'elles placent, elles placent au-dessus des individus des idoles. Les hommes vénèrent des idoles, et ce qui a de la valeur, ça devient juste ces idoles complètement abstraites qui appartiennent à des arrière-mondes. Et cela leur fait perdre justement des valeurs qui seraient détachées de ces idoles et qui auraient de la valeur en elles-mêmes. Et toute la philosophie de Nietzsche consiste à discuter justement de la hiérarchie des valeurs. Et donc là, en fait, l'idole qui est dénoncée, c'est pas l'idole du christianisme, l'idole du Christ ou l'idole du prophète, ou de tout ce que vous voulez. Non, l'idole qui est dénoncée ici, qui est visée, c'est l'idole de l'argent, en fait. L'argent est une idole comme n'importe quelle idole. Oui. Les gens que vous laissez dans la catégorie 2, c'est quand même des gens qui ont des fortunes quand même assez conséquentes. Pas que, on pourrait mettre dans la catégorie 2, bon déjà Albert Einstein n'avait pas une fortune conséquente, mais on pourrait mettre dans la catégorie 2 Vincent Van Gogh, Paul Verlaine. C'est des gens qui sont Rimbaud, des gens qui sont morts dans la misère. Ouais. Ce sont des créateurs. Rimbaud est mort très 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 tôt d'une maladie, je crois qu'il avait la goutte, ou je sais pas trop ce qu'il avait, ou il avait une maladie de la jambe, enfin il est mort très très jeune. Verlaine a sombré dans l'alcoolisme, ça n'allait plus du tout, là, c'était la catastrophe. Un mec comme Hemingway a vécu comme un clochard, plus ou moins, et alcoolique, enfin bon. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que Léonard de Vinci n'avait pas de fortune personnelle. En fait, Léonard de Vinci était subventionné par des mécènes. C'est ça, les artistes aussi. Alors, on pourrait discuter de l'art contemporain, mais on le fera plus tard. Mais oui, donc il peut y en avoir de manière contingente qui sont riches, mais de manière contingente, il y en a aussi qui sont pauvres. Mais là où votre réflexion, en revanche, est pertinente, c'est vrai que c'est l'objection qu'on pourrait faire à Nietzsche, c'est que parfois on est juste obligé de travailler par nécessité. C'est-à-dire que Nietzsche écrit au 19e siècle. Au 19e siècle, la plupart des gens qui travaillent par nécessité, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais c'est pas sûr que ce soit ces travailleurs-là qui soient visés par Nietzsche. Là, ce que Nietzsche vise, ce sont les adorateurs de l'argent. Ce sont ceux qui idolâtrent l'argent. Vous voyez, ceux qui font de l'argent l'alpha et l'oméga. Mais ça sonne, malheureusement. Je dois vous libérer.